Bonjour. Donc, ma présentation est intitulée « Comment intégrer les programmes de dépistage et de prévention combinés en milieu carcéral ». En l'occurrence, j'ai le plaisir de vous présenter l'expérience de la LCS dans les établissements pénitentiaires. Et tout d'abord, je vais commencer par parler du contexte, brièvement du contexte au Maroc. Il faut savoir que dans notre pays, il y a 83 000 détenus, dont 2,5% sont des femmes et 6% sont des mineurs. Chez les détenus, le taux de positivité du VIH est à 0,26%, donc beaucoup plus élevé que la prévalence dans la population générale qui est de 0,1%. Il faut savoir que les personnes usagères de drogues injectables, aussi bien que les professionnels de sexe, hommes et femmes, et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ce sont des groupes qu'on retrouve souvent parmi la population carcérale, vu les lois réprimantes de la prostitution, de l'homosexualité et de l'usage du drogue injectable. Donc, quelques chiffres. La prévalence du VIH auprès des personnes usagères de drogue injectable est à 7 à 13%. La prévalence du VIH chez ce groupe, quoiqu'il n'y a jamais eu d'études vraiment, de grandes études, parce que le plan stratégique national du VIH n'est pas encore lancé, mais on l'attend incessamment. Des études ponctuelles et locales ont montré que la prévalence peut atteindre 25%, notamment dans les pays, dans les villes de la côte du Nord, de la côte nord-est, dans les villes de Nador et Tétouan. Quelles sont les caractéristiques de la population carcérale? Elles ne sont pas trop différentes des autres pays. C'est une population qui est jeune, peu instruite au Maroc, précaire socio-économiquement parlant, où les rapports sexuels non protégés ont lieu, l'usage de drogue notamment par voie injectable, le partage d'objets tranchants, le tatouage, le piercing et les pratiques de fraternité par le sang très courants en milieu carcéral. Et comme facteur aggravant de la vulnérabilité des détenus face aux IST, VIH, VHC et tuberculose, on retrouve la surpopulation, l'absence de programmes de prévention dans les prisons, l'accès limité au matériel d'information sur le VIH-Sida, au dépistage et aux moyens de prévention. Donc la prison est un terrain propice à la transmission de ces infections. C'est de là qu'est venu le partenariat entre des acteurs conscients du risque de transmission élevé au niveau du milieu pénitentiaire et l'idée de monter le projet de renforcement de la prévention en milieu carcéral. Il y a eu déjà une ébauche de projet depuis 2015 à 2018 et puis à partir de 2018 on est dans le plaidoyer auprès des administrateurs et membres de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et réinsertion. On a aussi un projet avec l'ONUDC. Donc c'est la dispensation des prestations de prévention de soins et de continuum de soins même après la libération. Donc ici un schéma de partenariat entre la délégation générale à l'administration pénitentiaire et réinsertion, la LCS et bien sûr les bailleurs dans le Fonds mondial, l'ONUDC, Coalition et United. Donc le projet s'intitule Service communautaire de prévention. En fait, c'est un renforcement de prévention en milieu carcéral
par les communautaires, et c'est des services de prévention, dépistage, traitement VIH, VH, CIST, tuberculose et réduction de risques liés à l'usage des drogues par voie injectable au sein des établissements pénitentiaires, notamment dans 5 villes, Nador, Tétouan, Tanger, qui sont des villes touchées par, où il y a beaucoup de personnes usagères de drogue, Rabat et Casa, où il y a aussi qui connaissent des populations élevées de professionnels de sexe. L'objectif de ce projet, c'est l'amélioration et le renforcement de l'accès des détenus aux services de prévention, dépistage et traitement de désinfection, ainsi que la prise en charge des addictions dans les établissements pénitentiaires, et assurer le continuum de soins et de services pour les détenus suivis pour le VIH, la tuberculose, les addictions et les hépatites après leur libération. En termes d'activité, donc d'abord, il y a eu une mise en place de 5 unités de conseil dépistage volontaire dans les établissements pénitentiaires par la LCS. C'est des équipes composées de médecins, intervenants de prévention VIH, VH-CIST, intervenants de la réduction de risques liés à l'usage de drogues injectables, médiateurs thérapeutiques ou assistants sociaux pour accompagner les personnes dépistées positives et les intervenants de prévention de la TB et du dépistage. Il y a eu une première phase de la préparation de la mise en œuvre du programme, à savoir l'élaboration du manuel de formation en milieu carcéral, la conception et production de supports IEC, un atelier de mise en commun entre les équipes de l'ALCS, de ses partenaires, notamment des associations qui sont dans la prévention contre la tuberculose et les associations qui sont dans la réduction de risques liés à l'usage de drogue par voie injectable. Et c'était un atelier de lancement, donc c'était un atelier de mise en commun entre les deux équipes, pénitentiaires et communautaires. Et puis des réunions avec les responsables locaux pour la validation du plan d'action et du suivi des activités. Donc dans les activités, ce sont des photos de sensibilisation du staff pénitentiaire, les fonctionnaires hautement placés. Notre équipe de plaidoyer nous a donné nous a beaucoup aidé sur ça pour rassembler tout ce monde-là et les sensibiliser sur toutes ces infections transmissibles, mais notamment sur l'introduction du projet de prévention. Ensuite, on a réalisé des ateliers de sensibilisation un peu plus restreints, mais là, l'avantage, c'est que l'échange est tellement plus riche. On travaille beaucoup sur les situations qui exposent à la transmission ou à l'acquisition de ces infections-là, et on travaille aussi avec eux sur les stratégies de réduction de risques. Ensuite, dans la mise en œuvre du programme, donc à côté de ces séances de sensibilisation, il y a eu les séances après on a commencé les séances de sensibilisation des détenus, donc à toutes ces infections transmissibles. On a démarré aussi le conseil et le dépistage. On a démarré le dépistage radiologique, l'examen et dépistage radiologique pulmonaire de la tuberculose, et bien sûr l'accompagnement des personnes dépistées positives pour l'intégration dans les centres de soins. Alors il faut savoir que parce que le plan stratégique national des hépatites n'est pas encore lancé, donc on ne fait pas encore de dépistage de VHC. Mais tout ce qui touche le VIH, les IST, notamment la syphilis et les IST symptomatiques, on les prend en charge à travers ces actions de prévention et de soins.
Toujours dans la mise en œuvre, donc des séances, on touche aussi, donc on touche la femme aussi, donc les femmes sont, comme vous avez vu, pas très nombreuses. On a essayé de les faire en premier et avec une attention particulière sur la santé sexuelle reproductive et sur la violence basée sur le genre, ainsi que sur l'estime de soi chez ces femmes. À côté de ça, on a fait aussi des séances de sensibilisation auprès des mineurs. Les mineurs, il faut savoir qu'ils ont droit juste aux séances de sensibilisation, mais pas au dépistage du VIH, VHC et syphilis. Alors ensuite, on a démarré la formation grâce au manuel qu'on a élaboré, la formation des relais de prévention. Il faut savoir que dans ces relais, on a pris les détenus, mais aussi les membres du personnel de sécurité, mais aussi ceux qui sont dans les unités médicales. Et aujourd'hui, on est en train de préparer des groupes de support avec ces relais de prévention formés pour commencer les activités socio-éducatives dans les établissements pénitentiaires. Et on compte lancer des activités de ce genre à l'occasion du 1er décembre 2019. Alors les activités, les thèmes des séances de sensibilisation, comme j'ai dit, on focalise beaucoup sur la transmission du VIH et des hépatites, sur l'addiction aux drogues, notamment aux drogues injectables, sur les méfaits de l'usage des drogues injectables et sur la transmission et la prévention de la tuberculose. Les supports IEC, là aussi, les thèmes sont variés, donc l'hépatite C, le VIH-Sida, des informations qui concernent les détenus, notamment leur droit à la santé, au respect, à la dignité, et des vidéos sur la transmission du VIH et sur comment se fait le dépistage. La sensibilisation auprès des mineurs, quand vous voyez là, ça c'est des maquettes réalisées par les détenus mineurs. En fait, ce sont des espaces où le côté ludique est bien présent, ce qui encourage et ce qui favorise la libération d'expression chez ces mineurs, soit par l'écriture, soit par le dessin. Et enfin, je finirai par les résultats de ce projet. Donc on dépiste 7000 détenus du dépistage du VIH et de la syphilis dans 100 mineurs et 400 femmes. On a fait 200 consultations IST, on a répondu à la demande de 200 consultations IST, on a formé 40 relais de prévention, aussi bien parmi les détenus que les membres que parmi le personnel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de préparer les activités socio-éducatives avec les groupes de support. Et je finis par une question pour susciter un débat. Et vous, que ferez-vous pour soutenir la lutte contre le sida dans les prisons? Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Devant, là il y a une question. Et là-bas. Allez-y, là, je ne sais pas s'il y en a pas. Là-bas le micro. Là. Allez-y. Je commence. Bonjour, merci pour votre présentation et pour votre travail. C'est vraiment très, très intéressant. Je voudrais juste savoir si les centres de soins sont à proximité de ces villes que vous avez évoquées ou est-ce que les personnes doivent être suivies, par exemple, à Casablanca? Et alors, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les mineurs ne peuvent pas être dépistés? Parce que je suppose quand même
que si les mineurs se retrouvent en prison, ça veut dire qu'ils ont déjà vécu des choses difficiles et probablement des abus, etc. Pourquoi ne pas pouvoir les dépister et les soigner au cas où? Voilà, merci. Ok, donc pour la première question, y a-t-il des centres référents de prise en charge dans les villes qu'on a choisies? Oui, sauf à Tétouan, où les personnes sont accompagnées à Tanger, qui est à 60 km de Tétouan. Donc la prise en charge existe dans les villes et le suivi de leur prise en charge se fait. Et on a même quelques-uns dont on assure, je parle de la LCS, dont on assure le continuum parce qu'on les retrouve parmi nos populations. Et donc dès qu'ils sont libérés, ils sont avec nous. La deuxième question, pourquoi pas de dépistage chez les mineurs? Eh bien, il faut savoir qu'on lutte pour ça. On bataille et on continue de le faire jusqu'à avoir gain de cause. Une question devant. Je pensais que j'étais devenu invisible. Fatima Zahra, juste une question. Tu as fait 7000 dépistages chez les hommes. Le résultat, ça fait quoi en termes de positivité? Oui, on est à une prévalence de 0,6%. J'ai oublié de le préciser. Et pour la syphilis, on est à 10% en taux de positivité, en termes de taux de positivité. Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Je voulais vous poser deux questions qui sont liées entre elles. Est-ce que vous avez la proportion des HSH qui sont emprisonnés à cause de leur orientation sexuelle? Et deuxièmement, est-ce que vous pourriez rappeler, parce que tout le monde n'est pas ici marocain, c'est pas mon cas, le cadre légal relatif à l'homosexualité au Maroc? Alors, aussi bien, je l'avais précisé peut-être au départ, aussi bien l'homosexualité que le commerce du sexe, que l'usage de drogue par voie injectable et... Pardon? Et les relations hors mariage, merci, et donc, tous ces cas-là sont réprimés par les lois marocaines pour l'instant. On essaye de faire changer les choses en bataillant auprès des décideurs et de ceux qui prennent les décisions, donc ceux qui font la loi. Et donc la bataille continue. La première question, c'était la proportion des HSH. Non, on ne l'a pas, c'est pas disponible pour le moment, mais on compte du moins avoir la taille de la proportion de ces groupes-là qu'on touche en milieu carcéral. Fatima Zahra, moi je voudrais juste savoir, est-ce que le fait de sortir des prisonniers pour aller recevoir leur traitement et faire leur suivi ne constituerait pas pour eux une stigmatisation? Je sais que notre expérience très modeste mauritanienne, nous on essaie de leur donner tous les soins au niveau de la prison, exception faite des charges virales et des taux de CD4, et on essaye de les protéger comme on peut. Alors oui, c'est vrai, ils sont escortés par le personnel. C'est vrai que là, ça remet un petit peu en cause la confidentialité, puisque le gardien qui accompagne la personne peut consulter le dossier médical. Mais on a une adhésion quand même au traitement de la part des détenus, parce qu'il faut savoir qu'ils sont ramédistes, ils ont l'assurance maladie, qu'une fois en dehors de la prison, ils vont plus être pris en charge par cette assurance maladie. Donc oui, ils répondent, ils sont là, ils se font traiter, ils demandent à être traités. Voilà. Une dernière question, juste à gauche. Alors, je suis hépatologue, je suis hépatologue d'Algérie, et la question que je pose et qui choque tous les hépatologues, c'est comment vous faites la prise en charge, un dépistage d'une maladie sexuelle VIH sans l'hépatite B et l'hépatite C.
En Algérie, ça ne pose pas de problème parce que tout est gratuit, que ce soit la prise en charge du VIH ou de l'hépatite B ou de l'hépatite C. Alors je voudrais savoir en Maroc, moi il me semble que la prise en charge du VIH est plus, enfin je n'ai aucune notion, je suis hépatologue, et elle est plus importante et plus lourde que l'hépatite B et C. Je voudrais comme précision, est-ce qu'au Maroc, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est que vous avez une prise en charge privée, enfin pour l'hépatite B, l'hépatite C, tout n'est pas gratuit. Mais pour le VIH, je voudrais avoir la précision, comment se fait la prise en charge du VIH chez vous? Une réponse rapide. La prise en charge du VIH dans les centres référents. Non, mais elle est gratuite pour le malade. Bien sûr, elle est gratuite pour tout le monde, pour tous les Marocains, détenus ou pas détenus. Et les non-Marocains qui résident au Maroc. Oui, et l'hépatite B et C, non? L'hépatite C, les hépatites, on n'a pas encore le plan stratégique national. Donc, il va être, comme j'ai dit, il va être lancé incessamment, mais on ne fait pas encore le dépistage. Je vais laisser la parole à notre fameuse Madame Hemish. Non, c'est juste parce que il y a très brièvement. Il y a un plan stratégique national au Maroc pour la prise en charge des hépatites. Comme vous le savez, puisque c'est votre spécialité, ce n'est que depuis qu'il y a les antirétroviraux à action directe que des pays comme les nôtres pensent à mettre en place le traitement gratuitement. Le principe est acquis et nous avions un problème de lancement d'appel d'offres qui vient de passer. Par contre, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois à propos au moment de l'intervention du docteur Warsas, il n'y a pas encore de programme de prise en charge de l'hépatite B, quoique il y a maintenant la fabrication d'un générique au Maroc. La différence, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que dans un cas, le traitement est de 3 mois, donc l'État conçoit bien de le prendre en charge, et dans l'autre, c'est un traitement à vie. Merci beaucoup à professeur Hemish et à Fatima Zahra. Maintenant, nous allons passer... Excusez-moi, si vous permettez, je voudrais ajouter une petite précision par rapport à ce qui a été dit au sujet des hépatites virales. Alors, la dame qui s'inquiète, et elle a toutes les raisons de s'inquiéter, c'est par rapport au bilan du VIH auquel on n'associerait pas le dépistage de l'hépatite B et C. Eh bien, je vous rassure tout de suite, on ne peut pas traiter un patient qui a atteint, à qui on a fait un test VIH sans avoir cherché la présence ou pas d'une hépatite B ou C. Les réactifs pour les sérologies de l'hépatite B et C sont disponibles dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux, je ne vais pas dire dans toutes les régions, mais en majorité, les grands centres, ils disposent donc de ces réactifs-là. Et donc, tout patient, que ce soit ramédiste ou bénéficiant donc d'une assurance médicale X, pourrait bénéficier de ces tests. Et juste une petite correction par rapport au dépistage par les tests rapides de l'hépatite virale C ou B, qui n'est pas encore disponible puisque le plan stratégique national n'est pas encore lancé. Eh bien, je dirais que c'est une question de temps, puisque actuellement, et comme a dit Mme Hemish, il y a donc un processus d'approvisionnement qui est en cours au ministère de la Santé. Mais je voudrais juste rectifier une chose. À chaque fois, on a tendance à dire que le plan stratégique n'est pas encore lancé, qu'on ne fait rien pour les hépatites. Eh bien non, il y a beaucoup de choses qui se font, malgré que le lancement officiel n'a pas été fait. Mais il y a beaucoup d'actions et d'activités qui se font en matière donc, de prise en charge de l'hépatite C, notamment donc, tout ce qui se rapporte à la mise en évidence de l'information stratégique nécessaire pour les hépatites, tout le volet normalisation du dépistage, du diagnostic et de la prise en charge qui est en cours aussi et qui a déjà avancé et fait. Donc il y a plusieurs actions qui sont entreprises. Merci et beaucoup. Que bien sûr la prise en charge viendra dès que l'approvisionnement est réglé. Merci beaucoup.